Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Alors, c'est un état de fait, la flambée des prix des produits de première nécessité est réelle. La cherté de la vie est toujours au centre des préoccupations de l'Ivoirien. La grogne monte, mais fort heureusement, le gouvernement a entendu la détresse et les plaintes des populations. Alors, quelle est la réalité de la situation sur le terrain? Quelles sont les raisons de cette inflation? Et quelles sont les solutions envisagées? Nous ouvrons le débat ce soir avec des personnes ressources des différents secteurs d'activité concernés. Madame Yvonne Golelou, Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes porte-parole des femmes du secteur vivrier et vous êtes également la présidente du marché Goro d'Adjamé. Merci d'être là. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Exact. Merci à vous. Docteur Ranier Didis Bakoné. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes secrétaire exécutive du CNLVC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère. Absolument. Monsieur Ouattara Lamine, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur exécutif de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère, FENACI. Exactement, madame. Très bien, merci à vous tous d'être avec nous ce soir en plateau. Nous allons bien évidemment démarrer par un élément qui nous comble la situation. Cette situation, on revient là-dessus régulièrement, elle est vraie, elle est réelle, elle est réelle, elle est réelle. Alors, nous avons un élément et c'est signé Seydou Ouattara. Sur le marché à ciel ouvert d'Abobo, à Abidjan, la pomme de terre, la tomate, l'oignon de Cissé Nabintou noirci à vue d'œil. La vendeuse use de tous les arguments pour attirer les ménagères. Mais rien. Chacun fait semblant de jeter un coup d'œil à la dérobée et passe son chemin. Et pour cause, le sac de pommes de terre qui coûtait 6 000 francs est devenu 12 000. Le sac d'oignons qui coûtait 8 000 est devenu 12 500 francs. Le kilo de tomates, on prenait ça à 150. Mais aujourd'hui, c'est revenu à 650, 800. Prix d'oignon, non, on prenait le sac à 8 000. Mais aujourd'hui, c'est devenu 12 000. Donc c'est cher. Nous qui partons prendre, quand on vient, quand on dépose le kilo à 800, 1000 francs, les clients refusent de prendre. Donc, sincèrement dit, on est fatigué. C'est cher, tout est devenu cher. Quand on nous donne l'argent, même pour venir au marché, on te donne 3 000. Tu peux rien faire avec même. Qu'une magie était 1 000 francs le paquet. Aujourd'hui, c'est à 2 000 francs. Un peu plus loin, deux autres commerçantes fustigent la hausse des prix. Tout a augmenté. Moi, c'est comme ça, on prenait le kilo à 2500. Maintenant, on nous dit 1 kilo à 4000. Donc maintenant, on ne sait pas s'il ne veut plus, quand on mange ou bien. On ne sait plus. Pas d'arachide, même le saut, on prenait à 15 000. On nous dit pas de 18 000, maintenant 20 000. Donc on ne sait plus où on va, quoi. On veut dire qu'il n'a qu'à diminuer. Sinon, les gens parlent. On prend maintenant, même ça ne marche pas. C'est trop cher. 1 à 50, 3 à 100 francs. Tu as combien? Tu vas au marché. Hein? Cette flambée des prix des denrées alimentaires est qualifiée de mauvaise foi de certains grossistes et commerçants au détail qui surfent sur des spéculations pour augmenter le prix de leurs articles. Bien que s'ils vendent au prix normaux, ils ne perdront pas. Le prix des biens là, ça a augmenté à part de choses là. À part de 2000, 2200, tant de corona là. Donc un peu seulement, ça a augmenté, ça continue d'augmenter 2400, 2500. Jusqu'à, on a commencé à vendre 2800 par kilo. Ce qu'il peut dire à l'État de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à essayer de voir. Il n'a qu'à essayer de voir, très même, il n'a qu'à essayer de voir. Sinon le pays est dur actuellement. Il n'a qu'à essayer de voir, ils vont diminuer le prix de bœuf pour que nous aussi on puisse gagner. Ceux qui viennent payer, les consommateurs peuvent manger pour bien manger et peuvent payer ça moins cher aussi pour aller vendre. Sinon, nous on s'en prend, si c'est dur, nous aussi on est obligés d'augmenter aussi. Le système libéral instauré dans le domaine du commerce en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance permet à tous les commerçants de fixer le prix de vente de son article en tenant compte du prix d'achat, en gros. C'est le lieu de souligner qu'à l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à ce phénomène lié à la circonstance mondiale. Troubles dans la chaîne d'approvisionnement, augmentation des coûts au niveau mondial, transition énergétique.
Autant d'objets explicatifs qui menacent le panier de la ménagère qui met en branle les populations. Alors, le constat est avéré, on est unanime là-dessus, le constat est avéré. Et j'aimerais bien, à partir de vos différentes positions, que nous puissions avoir le sentiment des échos, en fait. Alors, vous, de votre position, par rapport au fait que vous soyez porte-voix des femmes du Vivrier, présidente de marché, par exemple, est-ce que les marchés sont moins fréquentés depuis cette situation? Je vous remercie. Je remercie la RTI de m'avoir permis de pouvoir participer à ce débat. Effectivement, moi je suis au marché de Gros d'Adjamé. Nous sommes le marché des marchés. C'est-à-dire que nous vendons en gros. Nous vendons en gros et les autres clientes viennent prendre chez nous à Djamé et envoyer dans les autres marchés des quartiers. Ce qui est sûr, chez nous, il y a l'affluence. Le marché s'ouvre de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures. Et il y a beaucoup d'affluence sur le marché. Il n'y a vraiment pas de manque de personnes sur le marché. En tout cas, le marché est vraiment... Il y a du monde au marché. Il y a du monde au marché. Alors, quelles sont les plaintes qui vous reviennent alors? Bon, en fait, la plainte qui nous revient, c'est vrai que c'est difficile chez tout le monde. Même si vous êtes commerçant, vous aussi, vous êtes consommateur. Cette affaire concerne tout le monde. Mais il y a une triste réalité à laquelle nous tous nous sommes confrontés. Il y a le réchauffement climatique, il y a le changement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On va parler des causes après, mais je veux dire l'état des lieux. Alors déjà, sur les marchés, vous constatez qu'il n'y a pas de différence. L'affluence est la même, c'est cela? Voilà. En tout cas, chez nous, l'affluence est la même. Parce que c'est le marché de gros. C'est-à-dire c'est le marché des marchés. C'est-à-dire les autres marchés vont s'approvisionner à Djamé. Tout le monde sait que Djamé est le centre du commerce du vivrier en Côte d'Ivoire. Donc les autres marchés viennent s'approvisionner et aller sur le marché pour vendre. Mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas vu de baisse d'affluence sur le marché. Très bien. Donc simplement, des personnes se plaignent, mais il n'y a pas de baisse d'activité. Non, mais on mange tous les jours, quel que soit le prix, quel que soit le pouvoir d'achat qu'on a, chacun y trouve son compte. Même si c'est un tout petit peu que tu as, chacun y trouve pour lui. Donc je pense que, en tout cas, nous, à notre niveau, il y a beaucoup d'affluence sur le marché. D'accord. Ouais. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, vous, en tant que président d'association de consommateurs, depuis cette situation que nous traversons, est-ce que les consommateurs viennent spontanément vers vous? Comment vous ressentez qu'il y a problème? Alors, d'abord, nous-mêmes, en tant que leader du mouvement consommateur, nous sommes des consommateurs. Et il y a le fait que nous avons toujours les remontées des consommateurs. Elle a dit tout à l'heure, tout le monde va au marché, mais tout le monde ne revient pas avec la même taille du panier. Aujourd'hui, vous avez des aliments qui étaient destinés au rebut en matière de viande, des choses qu'on jetait. Aujourd'hui, il y a un marché pour cela. Des tas de 500 francs pour des choses qui étaient destinées à être jetées. Il y a un marché désormais pour ça. Il y a des personnes qui ne se contentent que de cela pour acheter. À Yopougon, Port-Bodé, vous allez des têtes de poisson sans aucune partie charnue, des têtes de poisson qui étaient vendues, trois têtes de poisson à 300 francs. Aujourd'hui, on voit une tête de poisson à 100 francs. Les gens se contentent de cela. Pour dire que la situation est un peu difficile pour tout le monde. Et là, nous sommes simplement dans l'alimentaire. À cela, il faut ajouter le logement. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un quitte une maison qui a un nouveau locataire, le loyer flambe. Aujourd'hui, trouver un loyer décent à la hauteur de sa bourse pour loger sa famille, c'est un peu difficile. Ne parlons pas du transport parce que là-bas, c'est un peu comme si les usagers sont livrés à eux-mêmes. Pour un même trajet, vous payez 300 francs peut-être le matin pour aller chez vous, mais le soir, à la période des routes demande, là, vous vous rendez compte que vous devez payer 3 fois ou 4 fois plus. Les populations de Gonzague vivent cette situation. Les populations de Yopougon vivent cette situation, les populations de Benjerville vivent cette situation. Alors, donc quand vous prenez l'alimentaire, quand vous prenez le logement, quand vous prenez le transport, vous êtes au-delà de 50% du revenu du ménage. On est forcément obligé de crier que la vie est chère. Très bien. Monsieur Ouattara, alors vous, en tant que... vous
gérez des espèces de fêtières, de fédérations de commerçants et tout. Alors, quel est l'état des lieux? Quel est le sentiment des commerçants? C'est un sentiment de tristesse, c'est sûr, parce que d'abord, permettez-moi de vous donner l'information suivante. C'est le président de la FENACI qui devait être là, vu l'importance du sujet. Parce qu'il a créé cette commission, il en est le président, depuis l'année dernière, et ce débat est un débat citoyen. Et nous sommes en première ligne. Le président des consommateurs l'a dit tout à l'heure, également la dame qui gère les produits vivriers, nous sommes également consommateurs. Alors, notre vision de ce problème, l'honorable Osmaro Farikou, l'actuel député maire d'Adjamé, l'a dit, le secteur du commerce est complètement sinistré. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est ça notre réalité. Allons-y sur le marché des gros d'Adjamé, par exemple. Oui. Elle l'a dit, elle est grossiste. Donc les gens viennent, les populations, les commerçants, les acteurs du commerce, viennent des différents quartiers d'Abidjan pour aller s'approvisionner. Mais quand vous regardez à Djamé aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de marché. Il y a le marché Forum, le marché Komagwa a été démoli pour mettre un autre équipement de commerce à niveau. À Bobo aujourd'hui, il n'y a pas de marché parce que le grand marché a été l'objet d'un incendie. Il faut le reconstruire. Et donc, quel que soit, c'est notre lecture, hein, parce que nous avons une vision transversale, quelles que soient les décisions qui vont être prises par l'État, si les équipements de commerce ne sont pas en nombre suffisant... Là, on va parler des solutions tout à l'heure, mais déjà, l'État, on en viendra. Voilà. On en viendra. Très bien, mais l'État, le constat, c'est que c'est sinistré. Non, complètement sinistré. Il y a de l'affluence, c'est vrai, parce que quelles que soient les bourses, il a dit, les gens se contenteront, ils vont tout trouver les solutions pour manger, mais c'est complètement sinistré. Et quand on va rentrer dans le fond de débat tout à l'heure, on vous donnera des statistiques pour asseoir votre conviction là-dessus. Très bien. Docteur Ben, alors, vous représentez le gouvernement ici sur le plateau et vous êtes secrétaire exécutif du CNLVC, qui est le Conseil national de lutte contre la vie chère. Tous les yeux sont rivés sur vous. Avoir un Conseil national de lutte contre la vie chère, et on est en lutte, justement. Expliquez-nous comment c'est possible. Écoutez, au niveau des constats et de l'état des lieux, le constat il est clair, hein, et le gouvernement ne le nie pas. D'ailleurs, au vu de toutes les mesures qui sont prises, au vu de la mobilisation gouvernementale, à commencer par le chef de l'État lui-même, hein, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès la semaine dernière, s'est prononcé sur le sujet. Le Premier ministre également, qui a instruit le gouvernement, une délégation du gouvernement d'aller sur le terrain. C'est parce que le constat, nous le partageons. Nous partageons le cri de cœur des populations. Nous reconnaissons qu'effectivement, les prix ont augmenté, les prix de certains produits de grande consommation, à l'instar, malheureusement, de ce qui se passe dans le monde. Parce que cette situation de hausse de prix sur certains produits est la conséquence de facteurs en grande partie exogènes que nous subissons, que la Côte d'Ivoire subit, au même titre que d'autres pays, malheureusement. Que ce soit au niveau de l'alimentaire, que ce soit même au niveau de d'autres produits, d'autres postes de dépenses comme le logement. Il a dit tout à l'heure, le transport. Voilà, il a dit, le transport ou le logement. Effectivement, il y a des hausses. Et sur l'alimentaire, les produits qui ont été dénoncés, dont la hausse a été dénoncée par les populations, cela est effectif. Et le gouvernement en est absolument conscient. C'est pour ça que immédiatement, le gouvernement s'est mobilisé et non seulement des actions sont entreprises. À l'heure que je vous parle, c'était au menu du Conseil du gouvernement de ce jour. Il ne se passe pas un jour sans que le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirasouba, organise des concertations, des réunions, des descentes sur le terrain, examiner les relevés des prix, etc. Et effectivement, le constat, c'est qu'il y a des prix qui ont augmenté, des prix qui rendent difficile
qui rendent difficile l'achat de certains produits de première nécessité et qui mettent à mal le pouvoir d'achat des populations. Mais le gouvernement s'étant saisi de cette question et étant conscient de cela, a immédiatement entrepris des mesures pour pallier à ce que l'on peut connaître comme hausse de prix. Très bien. Alors, on a vraiment souhaité ce soir comprendre le fond du problème. Tout à l'heure, Madame Golelou, vous nous releviez un fait important. Vous nous parliez des saisons, par exemple. Vous avez déjà identifié certaines causes exogènes à cette situation, ou bien endogènes, ou bien intérieures au pays. Quelles sont, selon vous, les raisons? En fait, je vais parler des raisons internes. C'est que je connais le plus. C'est qu'il y a une chose que nous devons comprendre. La production vivrière en Côte d'Ivoire n'est pas modernisée. Elle est faite de façon archaïque depuis des années. C'est-à-dire, depuis que la Côte d'Ivoire existe, on travaille à la daba, on arrose avec des arrosoirs. Donc ça diminue la capacité de production, c'est cela? À la machette. C'est-à-dire, il y a un problème de pluviométrie, il ne pleut pas. La saison sèche est devenue plus longue. Mais ce soit mécanique, ça diminue la capacité. Oui, mais bien sûr, ça baisse le taux de rentabilité et le taux de rendement, parce que si je travaille avec la machine et j'irrigue, et celui qui travaille avec la daba et l'arrosoir, cela va sans dire qu'ils n'auront pas le même résultat d'exploitation. Est-ce que vous voyez? Et avec la pluie, avec le réchauffement climatique que nous constatons actuellement, est-ce que vous pouvez arroser avec de l'arrosoir pour voir suffisamment, pour mettre la quantité d'eau qu'il faut sur la plante? Si vous avez 1 hectare, vous pouvez l'arroser à l'arrosoir toute une journée. Si vous avez 2 hectares, 3 hectares, ça veut dire avec l'arrosoir, on ne travaillera seulement que sur 1 carré d'hectare ou 2 carrés d'hectare. Est-ce que vous voyez? Avec la daba, avec la machette, on ne peut pas vraiment travailler. Et c'est notre cri de cœur. Nous, notre souci est qu'on ait des grandes exploitations. Qu'on ait des grandes exploitations et ça va nous permettre d'avoir beaucoup de produits sur le marché. Mais malgré tout cela, les acteurs du vivrier font mains et pieds pour qu'il y ait des produits sur le marché. Ce qui fait que nous ressentons aujourd'hui les difficultés sur le marché, c'est parce qu'il y a eu les produits manufacturés. Et comme ce qu'il a dit tantôt le monsieur par rapport au transport, ça faisait que ça fait un peu trop. C'est ce qui fait que les gens ont commencé à grogner, ils ont ressenti. Sinon, chaque année, de novembre jusqu'à avril-mai, il y a la sécheresse, il y a la forte sécheresse. Le vent, la chaleur détruit toutes les plantes. Nous-mêmes, nous avons près de 50 hectares auprès de choses à Tiasalé. On a 20 hectares de bananes, de bananiers, que le soleil a tout détruit. Très bien. Alors, c'est le moment d'en parler. Nous avons un élément à ce sujet, justement. C'est un élément de Delphine Blas. Et cela nous parle effectivement de la sécheresse qui est malheureusement une des raisons de cette situation. Sol aride. Les feuilles de tomates de couleur verte passent au jaune. De nombreux hectares de tomates complètement séchés. Pas de pluie depuis des mois dans cette localité du centre, connue pour sa grande production de cultures maraîchères. Nous sommes à Lingbri, village situé dans la région du Béquet, à moins de 10 km de Djebounois. Les produits maraîchers en général sont les cultures qui nous aident, nous les jeunes dans le village, à s'en sortir. Par exemple, en ce moment, nous faisons effort pour y arriver, mais la sécheresse ne nous permet pas de joindre les deux bouts. Ici, la production de tomates, culture phare de cette localité, connaît d'énormes difficultés, tout comme les autres cultures d'aubergines, de salades, de choux et de piments, appelés communément piments sans bon. Les grosses remorques en file indienne qui transportaient ces produits vivriers pour desservir les villes du centre, du nord et d'Abidjan se font rares. Conséquence, on assiste à des flambées de prix des denrées alimentaires sur nos marchés. Même pouvoir écouler les marchandises sur le marché, c'est très difficile. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, tous les produits sont très chers. Tout est cher. Le transport aussi est cher. Donc quand nous venons sur le marché, il y a des prix qu'on donne aux femmes. Elles trouvent que c'est trop. En tout cas, ce n'est pas de notre faute. Que c'est cher, c'est pourquoi nous aussi, on fait cher. Il ne plaît pas. Donc c'est ça qui est dur. La terre est dure. Avant, je prends ma note là, à son transport, 220 000, 230 000. Mais maintenant, à son transport, 300 000. Quand j'envoie là, ça ne paye pas.
Situation difficile, situation intenable. Les producteurs de l'Ingré, membres de la coopérative Cocovico, font des propositions. Le grand problème que nous avons à l'Ingré, c'est que nous n'avons pas de barrage. Si nous pouvons trouver quelqu'un qui peut vraiment nous aider à creuser des barrages. En attendant, selon les experts, la pluie tombera plus dans les mois de mars et avril pour que les marchés soient ravitaillés en vivriers, notamment aubergines, gombo et piments. Alors, c'est édifiant. Problème de sécheresse, problème de dérèglement climatique. On a également la saisonnalité des produits vivriers. Alors, pour nous développer ça, qu'est-ce que c'est? Bon, chaque produit a sa saison. Par exemple, dans le mois de août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'en janvier, on trouve de l'igname pona sur le marché, on trouve de la banane plantain sur le marché, on trouve le riz local sur le marché, on trouve tous les produits, les féculents et autres sur le marché. Et de janvier jusqu'à juin, on a seulement environ 10% de la quantité de la production en grande saison qu'on a, parce qu'on n'a vraiment pas de grand rendement en saison sèche. Les produits se font très, très rares. Et là, je répète encore, la production vivrière en Côte d'Ivoire est très, très difficile et elle est archaïque. Elle est très archaïque, donc elle ne peut pas avoir de grand rendement. C'est parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs qu'on constate qu'il y a beaucoup de produits sur le marché. D'accord. Alors, la production est archaïque. Je vais juste vous demander de réagir rapidement par rapport au Conseil national de lutte contre la vie chère. Ce sont des choses qui sont à l'étude de développer ou d'assister ou d'encadrer également pour les productions? Absolument. Absolument, parce que la question de la sécheresse, du changement climatique, du dérèglement climatique d'une manière générale, les conséquences sont vraiment visibles quand on regarde le secteur de l'agriculture. La sécheresse est de plus en plus aride et de plus en plus forte d'année en année et effectivement cela impacte la production. Et il s'agit, le gouvernement en est totalement conscient avec notamment le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il y a un certain nombre de programmes qui sont en cours parce qu'on est tout à fait conscient que ce qui va permettre à long terme de régler cette problématique de cherté de la vie, de prix qui flambent, c'est de travailler sur l'offre. C'est-à-dire qu'en étant dans un marché libéral, dans une économie libérale, ce qui permet de faire baisser les prix, c'est le fait que l'offre nationale, en tout cas l'offre qui est disponible sur le marché, soit suffisamment élevée pour que l'offre soit au même niveau que la demande, voire même supérieure à la demande. Oui. Et malheureusement, ce qu'on observe avec la sécheresse qui s'intensifie d'année en année, en tout cas pour la période que nous commençons à vivre, parce que si on remonte quelques semaines en arrière, on ne connaissait pas cette difficulté à ce point-là, puisqu'on était dans une période favorable à l'agriculture et on avait assez de produits, notamment vivriers, sur le marché. Donc, comme l'a annoncé le gouvernement, il s'agit de travailler sur la défaillance de l'offre. Faire en sorte que l'offre nationale de produits vivriers notamment, mais également halieutiques et d'origine de protéines animales, soit suffisante sur le marché. Et des programmes sont en cours. Des programmes qui ont déjà commencé et qui sont mis en œuvre au niveau du vivrier, au niveau des ressources animales et halieutiques, pour permettre à notre pays de disposer durant l'année des produits en quantité suffisante sur le marché. Très bien. Alors, M. Jean-Baptiste Kofi, alors, quelles sont les raisons de la situation que nous vivons que vous avez identifiées? Oui, alors la raison en matière de produits, c'est la même, hein, c'est la saisonnalité des produits que nous, au niveau des consommateurs, nous dénonçons et nous ne comprenons pas. Parce qu'on se dit que nous sommes quand même en 2022. La Côte d'Ivoire doit pouvoir mettre en place une politique agricole assez ambitieuse, utilisant des moyens modernes, des techniques d'irrigation. Aujourd'hui, on ne doit pas être encore ça a marché par le passé, peut-être parce que la population n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a la population qui s'accroît considérablement. Donc, il est important d'améliorer les techniques culturelles. Les techniques existent, il s'agit de les apprivoiser. On a fait du progrès dans le domaine
de l'aviculture. Aujourd'hui, on importe moins de poulets. Ça veut dire qu'on est capable de réussir dans le domaine agricole, également dans le domaine de l'élevage de bovins et d'ovins, pour ne pas que nous soyons indépendants des pays de l'Interland, parce que lorsqu'il y a des difficultés là-bas, nous en pâtissons ici. Bon, autant de choses que nous avons relevées. Nous avons échangé avec le Premier ministre qui a pris qui nous a rassuré que des actions étaient imminentes dans ce secteur. Nous avons bon espoir que nous sortons rapidement, cette fois-ci au moins, de cette histoire de saisonnalité. Aujourd'hui, où on parle, la banane elle devient de plus en plus chère, l'igname se raréfie, les aubergines, on n'en parle pas. Donc, autant de situations qui demandent qu'on débourse beaucoup plus d'argent pour se nourrir, là où les revenus sont stagnants. Très bien. Alors, pour revenir sur la saisonnalité, madame, on a bien compris que c'est cyclique. Oui. Donc, à partir de quelle période est-ce qu'il y aura des produits à profusion sur les marchés? Bon, à partir du mois de mai, déjà, les aubergines de Kotobi vont commencer. C'est des aubergines, un peu de combo, un peu de domaine, mais ce n'est pas encore la période de la banane, ni le riz local, ni de l'igname. L'igname, je vous l'ai dit, c'est à partir de juillet, août. Dans certains cas, c'est août même qu'on a de l'igname sur le marché. Et donc, les vivriers, on doit comprendre dans les vivriers, malgré les difficultés qu'on rencontre, les prix montent, les prix baissent, les prix montent, les prix baissent. Je disais tantôt, dans le mois de décembre, un sac d'aubergine coûtait 30 000 parce que la matin venait de commencer. Mais aujourd'hui, un sac d'aubergine est à 15 000. Donc, ça veut dire que les prix baissent au fur et à mesure. Les prix baissent. Est-ce que quand les prix baissent, vous baissez systématiquement? Mais bien sûr. Mais il y a une chose que les gens doivent comprendre. Les produits que nous vendons, c'est des denrées très périssables. Tu ne peux pas faire de la rétention dessus. Si tu retires toute une journée, le lendemain, le produit n'a plus sa valeur ajoutée. Le produit n'a plus sa valeur. Tu peux plus le vendre au même prix. Donc, tu es obligé de le vendre. Chez nous, par exemple, à Djamé, si vous venez à 4 h du matin, vous achetez en gros, il est nettement moins cher, puisque c'est les demi-grossistes qui achètent pour aller revendre sur les autres marchés. Mais si vous arrivez là-bas à partir de 18 h, 19 h, ils veulent brader pour aller à la maison parce qu'ils savent que demain, ils ne pourront pas vendre à la même valeur. Il y a ça aussi. Donc, faut pas. C'est vrai, c'est difficile, mais il faut qu'on fasse aussi un peu la part des choses. D'accord. Très bien. Monsieur Ouattara, en ce qui concerne les causes, est-ce que ça vous revient régulièrement que les commerçants ont des problèmes pour le transport? Au-delà du transport, restons dans les questions soulevées par Madame Monsieur le Vivrier. On parle de saisonnalité, on parle de sécheresse, on parle des denrées périssables. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la Fédération nationale des acteurs du commerce, on l'a dit, nos problèmes sont des problèmes structurels. Cette question de saisonnalité, cette question de sécheresse peut être réglée rien qu'avec la réactivation d'une chaîne de froid. C'est-à-dire, si dans un marché comme celui d'Adjamé, où elle vend, si nous avons des chambres froides, on pourra conserver. Allons au-delà. On en a parlé avec le ministère, il y a eu les états généraux des marchés, parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas de marché de gros dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire pour retenir les provisions et puis les ventiler au fur et à mesure dans les marchés relais et les marchés de proximité, ces problèmes, on les connaîtra. Donc, de notre point de vue, il faut que l'État, dans le cadre d'une discussion que nous sommes en train de mener, la commission a été créée il y a 1 an, vous avez remarqué que l'année dernière, la crise est intervenue autour de juillet. Mais cette année, elle est arrivée plus tôt, en février. Mais l'une des raisons, en tout cas pour la partie production animale, c'est le problème avec le Mali, pour ne pas citer le pays. Et donc, de notre point de vue, étant un problème structurel, il faut que l'État commence à travailler sur la mise en place de la chaîne froide, par exemple. Et puis, mettre en place également de grands marchés de gros. Et en Côte d'Ivoire, on n'a que le marché de gros de Boaké. Voyez. Donc, tant qu'on n'aura pas de marché de gros suffisant sur tout le territoire, tant qu'on ne va pas adapter les techniques agricoles au modernisme, on a des pays arides aujourd'hui qui ont la verdure. Il faut que la Côte d'Ivoire se mette, on va dire, sur ce registre-là. Donc, c'est notre vision, notre position, et nous travaillons dans ce sens pour que très bientôt, on puisse mettre à la disposition de l'État nos réflexions. Très bien. Vous inquiétez pas, juste après, c'est à vous. Alors, vous avez le même sentiment? Absolument. Il y a le défi de la transformation, de la conservation qui reste entier.
et peut aider à résoudre vraiment de façon temporaire cette histoire de saisonnalité. Quand on a en quantité, il faut profiter pour améliorer les techniques, pour les conserver, pour les transformer, pour qu'ils soient consommés sur une longue période. Ça peut être une alternative en attendant qu'on ait une politique, comme je dis, agricole ambitieuse, qui utilise les techniques d'irrigation, qui fait qu'on puisse produire sans interruption tout au long de l'année. Très bien. Docteur. Oui, tout à fait, parce que je suis heureuse d'entendre M. Ouattara, parce que nous sommes totalement en phase, parce que ce qu'il vient de citer, c'est le gouvernement a déjà fait le même diagnostic, et les solutions ont été identifiées et ont même commencé à être mises en œuvre. Quand vous regardez le programme d'appui aux produits vivriers, à la production des produits vivriers, qui est un programme qui est mis en œuvre au niveau du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, c'est exactement cela. Permettre de produire les produits qui sont consommés le plus par les populations, appuyer l'agriculture, appuyer, former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de production. Et si vous regardez au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est accompagner la commercialisation des produits vivriers. C'est ainsi que vous avez des projets de construction des marchés de gros, des centres de groupage, des marchés de détail, qui sont vraiment dont les financements sont déjà acquis. Donc, et les études ont déjà été menées. Donc, c'est vraiment, c'est pas des projets de long terme, c'est des projets vraiment structurels, de moyen terme et immédiat, donc qui ont commencé déjà, qui ont un début de mise en œuvre. Donc, c'est accompagner la commercialisation, faciliter la commercialisation des produits. Ce sont des projets qui sont déjà mis en œuvre. Il y a également la question du transport des produits vivriers, parce que le transport des produits vivriers nécessite des camions spécifiques. On ne peut pas continuer à transporter les produits vivriers dans les mêmes conditions que les produits de rente, par exemple, ce qui se fait malheureusement aujourd'hui. Donc, il y a des projets pour accompagner l'acquisition de camions dédiés, adaptés à la commercialisation des produits vivriers, que ce soit au niveau des chambres froides dans les commerces, dans les marchés, donc moderniser les marchés. Il y a eu les états généraux des marchés qui se sont tenus l'année dernière. Des décisions ont été prises parce que le gouvernement a adopté les propositions, les recommandations issues de ces états généraux. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, l'objectif d'accroître l'offre de produits sur le marché nécessite la mise en œuvre de tous ces projets-là. Et tous ces projets ont été identifiés, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie ou au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, pour permettre non seulement les producteurs de produire en quantité suffisante, mais également les commerçants de pouvoir exercer et mettre sur le marché des produits de qualité à la destination des consommateurs. Je reviens sur ma question concernant le transport. Pourquoi le transport augmente en Côte d'Ivoire? Le transport, si vous regardez le transport de marchandises, si on reste dans le secteur des marchandises, c'est également une question d'offre aussi. Et par exemple, en ce moment, ce qui revient souvent quand on échange avec les acteurs du vivrier, puisque nous avons régulièrement des échanges avec elles, ce qui ressort, c'est que il n'y a pas forcément de transport adapté. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous disais que le ministère du Commerce a un projet dans ce sens-là de mettre en place une flotte de transport dédiée à la commercialisation des produits vivriers. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché? Lorsqu'il y a la période de café-cacao, d'anacarde, etc., ben, les dames du secteur du vivrier se retrouvent en concurrence avec les secteurs de rente qui eux aussi ont besoin de transport et donc des camions pour pouvoir évacuer la marchandise. Donc les femmes du vivrier se retrouvent en concurrence avec ces denrées de rente, et donc mécaniquement, il y a moins de camions disponibles pour la commercialisation des produits vivriers. Ça, c'est un problème qui a été identifié et qui est en train d'être adressé par le gouvernement. Très bien. Je voulais... Allez-y, monsieur. Je voulais compléter ce que le domaine qu'elle a abordé de
le volet transport de marchandises. Moi, je voulais parler un peu du transport de personnes. Le transport de personnes. De notre point de vue, c'est un secteur qui mérite beaucoup plus d'encadrement et de réglementation parce qu'on a l'impression que enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut dans ce secteur. Je prends un exemple. Vous prenez le trajet Gonzague-Ville-Trècheville. En temps normal, de 10h à 16h, ce trajet vous revient à 300 francs. Bon, aux heures de pointe, c'est-à-dire aux heures de descente, aux heures de montée de travail, ben, il vous reviendra à 800 francs parce que le transporteur va vous prendre à Gonzague, il va vous déposer à Koumassi, il va prendre de Koumassi, vous déposer à Makori, vous prenez encore un autre à Makori pour aller à Trècheville. Donc ça rend difficile la maîtrise du budget du transport des ménages. Et ça, c'est une préoccupation assez importante qu'il est important qu'on mette de l'ordre. Je donne un autre exemple. La dernière hausse du prix du super de 20 francs a été utilisée comme prétexte par certains transporteurs pour augmenter le prix sur certaines lignes. Prenez le trajet Carrefour de la Vie, plateau qui était à 350, ils ont passé à 500 francs avec l'augmentation du carburant, alors que ce secteur est utilisé du gazoil. Donc on ne peut pas comprendre qu'on utilise du gazoil et qu'on utilise comme prétexte l'augmentation du prix du super pour majorer les tarifs. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment corriger rapidement. Tout à fait. Alors, ça nous emmène à vous poser la question suivante en ce qui concerne les contrôles sur le terrain. Avant d'arriver à votre question, Mariam, excusez-moi, permettez-moi de compléter, parce que effectivement, la question du transport est importante, que ce soit pour les marchandises, comme on l'a évoqué, et également pour les individus, les personnes. Là encore, il y a vraiment des efforts qui ont été faits et qui continuent à être faits en termes de mise à disposition des transports en commun. Vous voyez, au niveau de la Sotra, par exemple, il y a des nouvelles lignes de bus qui ont été ouvertes. Aujourd'hui, la Sotra arrive jusqu'à Grand Bassam. Il y a une ligne de Grand Bassam, il y a une ligne qui va jusqu'à Belgerville, les lignes qui vont jusqu'à Bata. Donc, c'est ce choix-là qui est fait au niveau du gouvernement de moderniser et de mettre à disposition des transports en commun de qualité, en quantité pour les populations. Parce que c'est ce qui va permettre aux ménages de pouvoir maîtriser les coûts du transport. Et cela va continuer en se développant. La Sotra même s'est développée, puisque aujourd'hui vous avez la Sotra à Boaké. Donc il y a tout un plan de développement du transport en commun. Il y a le métro d'Abidjan qui est en train dont les travaux sont en cours de finalisation. Donc vraiment, la question du transport est en train d'être adressée dans notre pays. En ce qui concerne les contrôles, vous faites bien de relever ce point-là, parce que dans une économie comme la nôtre, une économie libérale où le marché qui est censé se réguler de lui-même et où les prix sont fixés en fonction de la confrontation de l'offre et de la demande, on observe que cela ne fonctionne pas toujours comme il faut. Parce qu'il y a des secteurs où on observe des comportements anticoncurrentiels, où on peut observer des comportements de rétention, de spéculation. C'est par la surveillance du marché que tous ces comportements qui ne sont pas conformes au bon fonctionnement du marché sont décelés. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie travaille quotidiennement à cela. Vous avez donc une surveillance du marché qui est faite par le ministère, par les agents, sur l'ensemble du territoire, puisque le ministère est représenté sur l'ensemble du territoire à travers les directions régionales. Vous avez également le travail qui est fait par la Commission de la concurrence, qui mène des enquêtes pour démanteler les cartels qui peuvent exister, pour démanteler les pratiques anticoncurrentielles ou spéculatives qui peuvent avoir lieu. Je peux vous citer très concrètement, par exemple, la question du photon, où suite à une enquête qui a été menée, une enquête minutieuse sur des semaines et des semaines, qui a été menée par la Commission de la concurrence, et ont permis de montrer qu'il y a dans ce secteur des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques en tout cas de cartels, et donc
le gouvernement est recevant le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, recevant ce rapport-là, ben, a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, le secteur, le prix du photon est plafonné dans notre pays pour mettre fin à la bulle spéculative qu'on pouvait observer dans le secteur. Donc, le marché est surveillé. Le marché est surveillé quotidiennement, que ce soit pour faire les relevés des prix, que ce soit pour démanteler les pratiques anticoncurrentielles ou que ce soit pour sanctionner là où il doit y avoir des sanctions. Parce que, pour terminer rapidement sur justement les sanctions que risquent les personnes qui s'adonneraient à des pratiques qui ont pour conséquence de confisquer le pouvoir d'achat des populations, ben, il s'expose à 3 types de sanctions. Il y a les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire des amendes. Et ces amendes peuvent aller de 50 000 francs jusqu'à 100 millions de francs CFA, en fonction de la gravité de l'acte posé. Mais également, il y a des sanctions administratives, c'est-à-dire qu'il s'expose à la fermeture de son commerce. Il peut recevoir une décision administrative qui oblige à la fermeture du commerce parce qu'il ne pratique pas le commerce de manière normale. Et puis, ensuite, il s'expose aussi à des poursuites judiciaires. Et ces 3 types de sanctions, pécuniaires, administratives et judiciaires, sont cumulatifs. Donc, l'opérateur qui s'adonne à des pratiques anormales dans un secteur donné s'estime risque très gros. Et donc, c'est lieu d'inviter non seulement les consommateurs à signaler toute situation anormale qu'ils pourraient observer, s'ils se sentent lésés dans une transaction, mais également appeler à la vigilance et à la responsabilité des commerçants parce qu'ils risquent des sanctions. Et je peux vous assurer que les contrôles sont faits par les agents du ministère. En parlant de contrôle, justement, M. Ouattara, vous avez le sentiment que les commerçants sont contrôlés? Vous avez le sentiment qu'on ne parle pas de raquettes non plus, par exemple? Vous avez le sentiment qu'il y a une pression sur le commerçant? Oui, bien sûr, il y a une pression. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà. Les pressions d'abord, déjà sur le problème du photon, la FENACI a opposé une fin de non-recevoir. On va d'abord parler du problème. Je vais progressivement, parce qu'elle en a parlé. Je profite pour donner la position de la FENACI là-dessus. C'est vrai que l'État a pris la mesure, mais les constats qui sont faits sur le terrain, sur les remontées que nous avons, c'est que ça ne semble pas ne pas trop marcher. Alors, cela dit, au niveau des sanctions, vous savez, j'ai ici avec moi le rapport de mission 2021 sur le district du Bas-Sassandra, qui s'est déroulé à la demande de la Commission du mois pratiquement de septembre jusqu'à fin novembre. Et on a fait des remontées de raquettes, on a fait des remontées de contrôle abusif et autres. Et on s'en plaint, on n'a pas toujours les solutions que nous voulons. Donc effectivement, il y a des pressions. Ça, c'est une réalité que... Mais cela dit, il est vrai aussi que dans nos rangs, d'abord, très souvent, nos commerçants, beaucoup n'ont pas le niveau qu'il faut. Ils sont pas... C'est pour cela qu'on a demandé très souvent à l'État, notamment au ministère du Commerce, de faire l'effort de former nos commerçants sur la mise à niveau. Vous savez, simplement pour l'affichage des prix, certains ne savent même pas que c'est un délit. Voilà, ils ne savent pas. Même les questions liées à la péremption des produits et tout, certains ne le savent pas. On a un phénomène chez nous que beaucoup ignorent. Les supermarchés, par exemple, quand elles se rendent compte qu'elles sont on va dire d'ici 3-4 jours, les produits vont être en fin de péremption, elles vont voir nos commerçants qui ne savent pas lire et écrire et elles le leur revendent. Le commerçant y va, dans sa tête, il a acheté ça dans un supermarché. Donc c'est des gens d'un certain niveau, à moindre coût, on lui a fait une faveur, mais sauf que le temps qu'il arrive avec ça sur le marché, 3 jours après, le produit il est périmé. Et donc, si les contrôleurs dans ces cas-là arrivent, voilà. Il y a un certain nombre de situations comme ça. C'est pour cela, sur nous, on l'a dit, notre lecture de la situation est une lecture structurelle. C'est-à-dire qu'il faut une mise à niveau. Le secteur est complètement sinistré. Des réponses ont commencé à être apportées avec notre concours, bien sûr. La carte président des commerçants, par exemple, pour que le commerçant ait un statut, qu'on lui explique ses droits, qu'on lui explique aussi ses devoirs, et que dans la clé de répartition qui a été mise en place, il y a une redevance qui va nous permettre d'avoir des moyens de faire de la formation à travers la subvention. On allait même plus loin. Vous savez, le fond du débat, c'est le financement. Que ce soit le secteur du vivrier, que ce soit les autres secteurs,
Mais ce financement, la carte professionnelle nous permet de l'obtenir. Et si nous l'avons, les banques pourront nous prêter de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nos commerçants sont en train d'avoir le RCCM ou l'attestation d'entrepreneur. On ne fait plus peur aux différents banquiers, même au microcrédit et au microfinance et tout ça. Alors donc, pour me résumer sur la vision du secteur du commerce au niveau de la FENACI, qui est une fédération de commerce général. Nous n'avons pas un secteur particulier. Il y a le vivrier, il y a d'autres secteurs. Nous estimons qu'il faut que l'État accepte premièrement de nous associer chaque année à la conception des annexes fiscales. Vous savez, l'annexe fiscale... On va en parler dans les solutions. Ok, bon, d'accord. Voilà. On va en parler dans les solutions. Voilà. Oui, je voudrais rebondir un peu sur la surveillance du marché. Cette surveillance elle est bien réalisée par la Commission de la concurrence, mais ce qui nous manque et ce qui fait défaut, c'est le contrôle des instruments de mesure, qui n'a pas lieu depuis 2 ans et qui a quelque chose à voir dans la cherté de la vie. Figurez-vous que vous allez au marché acheter un petit sac de riz, vous pensez avoir 4,5 kg. Mais rien ne vous garantit que vous avez 4,5 kg dans votre sac. Pareil pour les stations d'essence. Nous avons des remontées qui disent qu'on vous pompe de l'air alors que vous n'avez pas suffisamment Alors, est-ce à dire que le fait de voir les chiffres qui défilent à la pompe à essence, ça ne veut pas dire qu'on a le carburant? Et c'est d'où la métrologie. D'où la nécessité de la métrologie de contrôler justement ces instruments de mesure qui, s'ils ne sont pas aux normes, mais vraiment pénalisent les usagers que nous sommes. Alors, on a la balance. On a la pompe à essence, les plus connus. Il y a même les instruments de mesure de température dans les frigos, dans le froid, tout ça. Un yaourt aussi doit être dans un frigo, dans un commerce. Bon, on ne le laisse pas à l'air libre. Ou bien si le réfrigérateur, là, qui est censé maintenir le froid, n'est pas à la bonne température, ça aussi c'est un problème. Donc c'est aussi les instruments de mesure, effectivement, il fait bien de relever, parce que ça fait partie aussi des contrôles qui sont menés et qui doivent être menés toujours plus, parce que ça va dans le sens de protéger le consommateur. Non seulement protéger les quantités qu'il achète, donc ça permet la loyauté dans les transactions commerciales, c'est-à-dire le juste prix au juste poids, par exemple, que ce soit dans le secteur de bétail, viande, etc. Si on achète 1 kg de viande, que ce soit effectivement 1 kg qui nous soit vendu, mais également ça protège la qualité du produit qui est mis sur le marché. Mais est-ce que cela fait partie de vos prérogatives? C'est cette surveillance-là qui est faite. Oui, c'est cette surveillance-là qui est faite par les agents du ministère du Commerce. Tout à l'heure, M. Jean-Baptiste Phil disait bien que depuis un certain temps, les instruments, depuis 2 ans, les instruments ne sont pas... La surveillance du marché, elle n'a jamais cessé. La surveillance de la qualité des produits qui sont mis sur le marché n'a jamais cessé. Ce qui est en cours de réforme, c'est la méthodologie et l'organisation, institutionnelle de la méthodologie, des contrôles, des balances, des poids, etc. Mais sinon, les produits qui sont mis sur le marché n'ont jamais cessé d'être contrôlés en termes de qualité, en termes de nutritifs, etc., pour les populations. Et je peux vous assurer que les produits qui sont sur le marché sont propres à la consommation et les agents du ministère du Commerce font ce travail au quotidien, partout sur l'ensemble du territoire. Madame Goulelou, dans vos marchés, comment ça se passe par rapport aux instruments de mesure? Bon, les instruments de mesure sont utilisés pour certains produits, mais pas pour tous les produits. C'est-à-dire pour les aubergines, le piment, ce n'est pas utilisé. Mais pour la tomate, l'oignon, les échalotes, c'est-à-dire tout ce qui est les produits qu'on a l'habitude de peser sont pesés. La viande est pesée, mais le piment, le gombo et autres ne sont pas pesés. En tout cas, dans les marchés, ce n'est pas pesé, c'est mis en tas. Pourquoi c'est mis en tas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter le kilo de produits au marché. Certains achètent pour 100 francs, pour 200 francs selon leur bourse. Si on veut vendre à kilo, d'autres ne pourront pas l'acheter. Si vous voyez un peu. Mais de façon traditionnelle, elles ont des unités de mesure traditionnelles qu'elles ont toujours utilisées. Et je pense que ça marche. Mais la tomate,
l'oignon, comment dire, oui, la tomate, l'oignon, le riz local et autres, tous sont pesés par les balances. D'accord. Ce besoin d'arriver aux instruments de mesure, c'est-à-dire à peser chaque produit qui sont sur le marché, c'est important parce que le consommateur, ça contribue aussi à préserver son pouvoir d'achat. Celui qui va acheter, quand on dit instrument de mesure, vente au kilo, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'acheter 1 kilo. On peut arriver et puis demander 500 grammes d'aubergines, demander 100 grammes de tomates. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des femmes qui font le commerce, elles sont analphabètes, elles ne savent pas lire. Et c'est pour ça que... Tu vas demander à une analphabète de dire 500 grammes, elle ne le connaîtra pas. C'est pour ça que nous travaillons... Et donc, il y a une affaire de formation, c'est pour ça que le ministère travaille à former et que la réforme de l'OCPV qui est en cours, pour mieux accompagner, pour mieux encadrer les commerçants, les former à l'utilisation des instruments de mesure, les former à mieux vendre leurs produits et pour que le consommateur puisse s'y retrouver est en cours. Et l'OCPV, donc l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, travaille sur un certain nombre de secteurs d'accompagnement des acteurs, notamment du secteur vivrier. Très bien. Alors, au cœur de nos préoccupations, le consommateur. Dans quelle proportion est-ce que les prix ont augmenté et quels sont les produits pour lesquels il y a une grogne aussi présente? Bon, concernant les produits vivriers que nous contrôlons, je disais tantôt que les prix varient selon les saisons et selon les périodes. Actuellement, nous ne pratiquons pas un prix qui n'est pas raisonnable. Nous pratiquons un prix qui est à la hauteur de notre coût de revient. Et quand je dis à la hauteur de notre coût de revient, parce que personne ne veut travailler pour perdre. Quand tu investis, tu as besoin d'avoir un bénéfice. Et je vous disais que si je produis pendant la saison sèche, ma production, le coût de production pendant la saison sèche est plus élevé, forcément cela va sans dire que mon prix de vente sera élevé. Parce que je ne vais pas dépenser 1 million et je vais vouloir vendre à 500 000. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on aide à la production, on aide à la modernisation de la culture vivrière pour qu'on puisse avoir un bon rendement à l'exploitation. On est d'accord, on va parler des solutions après. Mais actuellement, là, oui. Les produits coûtent combien sur le marché? Quand, par exemple, les gens se plaignent de la tomate, ça a augmenté dans quelle proportion, par exemple? Non, la tomate, je ne sais pas comment vous répondre à cette question parce que je dis et je répète, peut-être que vous allez penser que je dis les mêmes choses. Je dis les prix varient selon l'arrivée des produits. Je donne un exemple. Si moi j'achète mon camion vient de Korogo et que mon coût de transport, j'ai 30 tonnes ou 25 tonnes, mon coût de transport me fait 700 000. Et il savait que ma marchandise qui se trouve dans le camion me coûte 500 000 par exemple. Mais c'est mon coût de revient, mon transport plus mon coût de production de la tomate que je vais appliquer avec une petite marge pour avoir mon bénéfice. Mais si je fais la même production qui vient dans la zone de Boaké ou de Yamsoko, c'est la même quantité qui arrive chez Abidjan. Boaké, Abidjan, on va me dire 300 000 ou 350 000. Korogo, puisque c'est 600 ou 600 km, le transport sera plus cher. Mais si la marchandise de Boaké arrive à Abidjan avant celle de Korogo et que Boaké applique 300 francs, si la marchandise de Korogo arrive à Abidjan, même si elle est de bonne qualité, elle est obligée d'appliquer les prix de 300 francs. Mais par contre, si c'est Korogo qui arrive avant la marchandise qui vient de Boaké à Abidjan, et que Korogo dit 500 francs, à Boaké aussi va faire 500 francs. Donc la variation des prix, c'est selon l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de produits sur le marché, cela va sans dire que le prix va baisser. Je vous donne un exemple encore. Si le matin, le kilo de tomates, en gros, fait 500 francs, et qu'à midi, il y a des camions qui arrivent, le prix va tout de suite baisser à 200 francs, soit à 150, parce que tu ne peux pas le garder. Tu es obligé de l'évacuer pour pouvoir vendre pour le lendemain. Et si on l'a bien compris, c'est vous? Donc le marché de gros... Le marché se régule lui-même. Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire c'est à partir de votre marché que la zone est irriguée. En tout cas, les prix sont fixés au niveau d'Adjamé. D'accord, mais ça irradie sur tout Abidjan. Oui, bien sûr.
D'accord, très bien. Bien sûr. Alors, Par exemple, si vous venez au marché de gros d'Adjamé, vous avez acheté en gros à 300 francs. Vous êtes à Koumansi, vous allez payer votre transport de Koumansi à Adjamé, 200 francs ou bien 500. Le tricycle va transporter du marché de gros d'Adjamé à la Koumansi. Mais forcément, le prix va augmenter, soit de 25 francs, soit de 50 francs. Parce que si elle s'est levée pour venir acheter, c'est bien entendu pour avoir une marge. Elle ne va pas venir vendre à perte. Soit la différence peut être 100 francs, 50 francs, 25 francs. C'est selon les zones où on se trouve. Très bien. Alors, vous nous parlez du vivrier. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir le ressenti des populations, parce qu'il n'y a pas que le vivrier qui a augmenté. Par exemple, on voit même les cubes d'assaisonnement qui ont augmenté, et on se demande, on voit même le poisson qui a augmenté, la viande également qui a augmenté. Donc on réalise que c'est vraiment général. Est-ce que tout cela peut être justifié par la Covid et puis par les fluctuations des cours mondiaux, selon vous, messieurs? Alors, les raisons évoquées, comme on l'a dit en début d'émission, il y en a de deux sortes. Hein. Il y a les raisons exogènes, ce qui nous a imposé de l'extérieur, et puis les raisons endogènes qu'on a évoquées tout à l'heure, la saisonnalité des produits, le déséquilibre entre l'offre et la demande, et tout ça pour ce qui est produit localement. Pour ce qui est importé, bien entendu, on a parlé de fret et tout ça, les conséquences de la Covid. Alors, tout ça, on est d'accord avec, et ce que nous disons à présent, c'est comment faire pour nous en sortir. C'est une réalité. La cherté de la vie, c'est vrai, il y a, comme je dis, il y a l'alimentaire, il y a le transport, il y a le logement. Et ces trois rubriques seulement, c'est plus de 50%. On n'a pas encore parlé de scolarité, on n'a pas encore parlé de santé, on n'a pas encore parlé d'électricité et tout ça. Donc tout ça combiné, on dit il est difficile aux consommateurs de s'en sortir. C'est pourquoi nous appelons l'État au secours pour s'impliquer davantage dans la fixation des prix des produits de grande consommation pour soulager un peu le pouvoir d'achat des consommateurs. Très bien. Quel est votre sentiment, M. Ouattara? Alors, mon sentiment, je l'ai dit en début d'émission, cette position, on la maintient. Les problèmes sont d'ordre structurel. Si vous l'avez bien écouté, c'est à partir de ce seul espace que pratiquement 80% d'Abidjan est irradié, comme vous l'avez dit. Alors, imaginez si on peut avoir 3 ou 4 centres comme ça. Donc, il y aura une sorte d'offre élargie. En ce moment, c'est sûr et certain que les prix vont baisser. Mais tant que cette position de monopole sera là, ça va être une difficulté. Non, ce n'est pas un monopole. Non, en fait, non, je retire le mot. On va vous donner la parole. Je retire le mot. Je veux dire, ce n'est pas un monopole, mais c'est pratiquement les seuls qui irradient. Vous voyez, c'est ça aussi qui... Ça nous arrange, on est des commerçants. Mais je veux dire, si on veut aider, il faut élargir les possibilités. L'autre élément qui est important, qui est aussi structurel, elle l'a dit, si le camion arrive le plus rapidement possible et qu'on n'arrive pas à vendre, pour des questions de conservation, ça crée aussi d'autres soucis. Donc il faut régler avec, structurellement également, la chaîne de froid, etc. Ensuite, le transport. Parce que le transport ne dépend pas d'elle. Mais imaginez que ces coopératives-là aient des camions à elles. Hein, la pression également va baisser. Voilà. Donc au niveau des causes, ces genres de causes sont des causes structurelles. Vous savez, on est quand même en 2022, comme M. Jean-Baptiste l'a dit au nom des consommateurs. Ce n'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit encore en train de chercher ses marques. Bon, c'est vrai qu'au niveau du ministère du Commerce, il y a eu des avancées majeures au niveau de la structuration. Je l'ai dit tantôt, la carte professionnelle. Je l'ai dit tantôt, les équipements des commerces. Je l'ai dit également tantôt, la mutuelle des commerçants qui est en train de venir pour nous donner des réponses en termes d'assurance sur ces produits-là, qui sont des produits périssables. Rarement, les assureurs refusent d'accompagner. Voyez. Donc, il faut des réponses en interne. Et sur toutes ces questions, la commission qui a été mise en place par M. Soumaïla Farikou a travaillé. Nous avons des résultats. Et quand nous allons arriver au niveau des solutions, on vous le dira. Mais dans tous les cas, il faut que l'État accepte, le ministère du Commerce... avec notre appui en train d'y aller, mais que l'État accepte de structurer le secteur, de mettre à niveau, on va dire, le secteur du commerce. Beaucoup de marchés relais, de marchés de proximité, la chaîne de froid, permettent aux commerçants d'avoir accès au crédit pour ne pas être dans cette précarité-là qui fait que tout le monde est sous tension. Et après, bon, les répercussions, ce sont les consommateurs, c'est-à-dire nous-mêmes. Très bien. Madame, vous voulez réagir tout à l'heure?
Oui, il a parce rectifié, qu'il a ça va parlé de monopole. Non, je me suis Non, mal après, exprimé. il a retiré. Ah, voilà. Mais à Djamé, tout le monde sait que depuis les années 60, Abidjan a été divisé. Il y a le plateau qui est la cité administrative. Il y a Djamé qui a été dessiné comme le commerce. Et il y a les quartiers périphériques comme Trècheville et autres, qui sont les habitations et Cocody. C'est dans les années 70 que les quartiers Yopougon ont été créés. Donc Djamé a toujours été le centre. Même si nous avons nos marchés qui existent à Djamé, il y a les gares routières. Vous imaginez que les transports des marchandises ne sont pas seulement que dans les gros camions, c'est dans les cars de transport où on met les bagages. C'est-à-dire les voyageurs où ils mettent les bagages, c'est là-bas qu'on met aussi des cartons de tomates, des sacs de piment. Et quand ça arrive à Abidjan ici, ou bien dans la zone de destination, il y a au moins 50% qui est écrasé, qui est avarié. Et aussi, il y a un problème. Quand on produit aussi beaucoup les produits, les post-récoltes, il y a beaucoup de produits qui sont détruits. Exactement. On ne peut pas les conserver, on ne peut pas les transformer. On a des difficultés. Il y a un problème réel qui existe. Exactement. Donc, à Djamé, c'est le centre. Vous partez à la gare de UT, bon, pas de transport, pas de publicité, vous partez dans les gares routières, des femmes sont en train de se promener, celles qui n'ont pas de grands moyens, en train de chercher des cartons de tomates à la gare, des sacs de piment, et parfois elles sont victimes d'agressions. Si vous voyez un peu. Donc c'est ceux qui ont les moyens, qui louent les camions, par exemple, la banane qui vient sur Abidjan, vous savez quelle tractation on fait pour que ça arrive? On va dans les pistes, dans les villages, on prend les tricycles, on rassemble, de village en village, on rassemble. C'est ce qui fait que quand la banane arrive à Abidjan, souvent c'est pas propre. On trouve que c'est un peu noir, alors que la banane, quand c'est bien contrôlé, elle est bien propre et elle est agréable à voir. Et si vous voyez. Donc c'est difficile. Les produits que vous avez sur le marché, si vous voyez toutes les souffrances, toutes les difficultés que les gens subissent pour que vous ayez le minimum que vous avez sur le marché. Et je suis sûr qu'on n'allait même pas condamner les femmes du vivrier pour dire que telle chose est chère, telle chose est chère. Parce que c'est un combat énorme. Certaines même, ils perdent la vie. Elles font des accidents sur la route. Elles n'ont pas d'assurance. Elles dorment sur la route, même sur les chaussées. Est-ce que la valeur, le bénéfice qu'elles peuvent avoir, est-ce que ça vaut toutes ces souffrances qu'elles subissent? Est-ce que vous voyez un peu? Les problèmes sont réels. Alors, là, on s'est concentré sur Abidjan, mais quand on élargit un peu, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'intérieur. Donc, c'était pour savoir un peu sur les marchés à l'intérieur, est-ce que les réalités que vous vivez sont les mêmes? En fait, ce qui fait que Abidjan est beaucoup approvisionné, parce que tout le monde se dit que quand on va à Abidjan, le pouvoir d'achat à Abidjan est plus élevé que le pouvoir d'achat à l'intérieur. Donc, et si à l'intérieur, on ne consomme pas aussi comme Abidjan. Abidjan est quand même grand. Abidjan est quand même grand. Si tu veux vendre à San Pedro, tu n'auras pas la même valeur que la vente à Abidjan. Tout le monde, même l'extérieur, que ce soit le Mali, le Burkina, les autres pays, tout le monde vient sur Abidjan. Tout le monde vient sur Abidjan. Et c'est d'Abidjan que tout part. Les importations de produits, de pommes de terre, de la tomate, de carottes, tout vient à Abidjan et c'est d'Abidjan que tout part. Mais ceux qui vont à l'intérieur, ils ont leur prix. Nous, par exemple, quand notre camion d'oignons quitte le Burkina, depuis la frontière jusqu'à Bouaké, on commence à décharger jusqu'à Abidjan. C'est-à-dire, on dessert les gens qui sont sur le tronçon de notre voie avant d'arriver sur Abidjan. Donc, on s'arrange, ceux qui sont à l'intérieur, on baisse légèrement les prix par rapport à... D'accord. Voilà. Très bien. Alors, j'aimerais bien, Dr Ba, vous poser la question suivante. On vous reproche de ne pas avoir anticipé certaines choses. On vous reproche également, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, en fait, c'est ça, de ne pas avoir prévu au point où ce ne soit pas la grogne qui déclenche des réactions. On a anticipé. Je peux vous assurer que le gouvernement a anticipé. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer que le gouvernement a anticipé sur un certain nombre de situations. Si on prend le cas de l'huile, qui fait beaucoup de débat et qui est un des produits qui a connu des hausses, le cas de l'huile, il y a eu un travail qui a été fait depuis tout le long du mois tout au long de l'année 2021. Les hausses du prix de l'huile au niveau international sont de l'ordre de 60%. 60% de hausse.
Et dans notre pays, c'est vrai que l'huile a augmenté, mais la hausse est de l'ordre de 10%. C'est parce qu'on a anticipé. Et que depuis des semaines, nous avons eu des séances de travail au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, avec le ministre Souleymane Diarra-Souba, avec les secteurs, l'ensemble des acteurs, que ce soit les planteurs, les transformateurs, de la première transformation ou de la seconde transformation, c'est-à-dire ceux qui font l'huile de table raffinée. C'est parce qu'il y a eu ces échanges avec eux qu'aujourd'hui, nous avons pu contenir la hausse à hauteur de 10%. Mais dans les autres pays, si vous regardez par exemple au Ghana ou au Burkina, mais les hausses sont de l'ordre de 20%, 30% sur l'huile. Nous, la hausse, elle est de 10%, parce qu'il y a eu anticipation, parce qu'il y a eu travail en amont, parce qu'il y a eu concertation en amont. Donc, les anticipations consistent également à contenir les hausses, à contenir les velléités, parce que quand on parlait en début d'émission des causes, et on a observé que les causes sont essentiellement exogènes, on a beaucoup d'inflation importée, c'est-à-dire que c'est la situation au niveau mondial qui est défavorable et que tous les pays sont confrontés à cela. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a eu des hausses de prix, mais quand on compare avec les hausses qui ont pu avoir lieu dans les autres pays, les hausses ont quand même été contenues parce qu'il y a eu un travail en amont, parce qu'il y a eu anticipation de la part du gouvernement et qu'il y a eu concertation. Dès que nos relevés des prix nous ont montré, dès que l'analyse du marché nous a montré que dans quelques semaines, si on repart en arrière, c'est-à-dire en 2021, nous a montré qu'au mois de janvier, au mois de février 2022, il risquait d'avoir des tensions sur certains produits. Et donc, ce travail-là nous a permis de contenir les hausses. Et on se retrouve aujourd'hui, par exemple, sur l'huile, à une hausse de l'ordre de 10%, là où la hausse devait être de 60%. Très bien. Alors, les Ivoiriens, ils sont vraiment formidables. Alors, on a tous posé les problèmes. On a tous cherché les causes de ces différents problèmes. Et là, maintenant, les Ivoiriens proposent des solutions. Bien. Alors, prenez bonne note des solutions que les Ivoiriens proposent pour cette situation, pour cette sortie. C'est un élément de Seydou Ouattara. Pour une amélioration, l'État doit d'abord aider les jeunes. C'est-à-dire, souvent, il y a des bourses d'études où on emmène des jeunes travailler, mais au retour, ils n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas de moyens pour déjà apprendre. Donc, ça reste, ou alors, ils sont pris par des sociétés européennes, ils vont travailler ailleurs. Pourtant, si l'État appuyait la population avec de l'aide ou alors des formations, ça allait favoriser les prix sur le marché. S'ils pouvaient voter des décrets pour voir la vie chère, pour qu'on puisse diminuer un peu. Parce que les gens disent qu'on a augmenté l'essence, donc il faut qu'ils augmentent tout. Donc s'ils pouvaient voir tout ça là, ça peut nous arranger. Pour régler le problème de la cherté de la vie liée au coût élevé de l'énergie, à la crise énergétique, il faut soigner en fait ces trois vecteurs, c'est-à-dire la production de l'offre, la mise à disposition de l'offre et ensuite l'attractivité de l'offre en veillant à ce que le prix de l'énergie soit à un coût abordable. Mais là, il ne s'agit pas d'une problématique nationale, ce n'est pas un cas lié à une nation, c'est une crise mondiale. Donc la crise énergétique mondiale, c'est elle qui affecte de façon mondiale, je dis, toute la mise à disposition des marchandises dans le monde entier. La cause fondamentale de la vie chère que nous vivons aujourd'hui est une crise d'ordre énergétique. Et du fait que nous avons 75% de l'énergie mondiale qui est produite de manière fossile, c'est-à-dire du pétrole, gaz ou du charbon, par une mauvaise application, oui, je vais dire une application brutale de la transition énergétique, certains pays ont décidé d'abandonner cette ressource fossile au début des années 2020, alors que nous n'avions pas de ressources énergétiques de substitution pour pouvoir contrebalancer cette énergie fossile qui est aujourd'hui 75% qui tient le monde. Donc cette sortie brutale a occasionné un manque énergétique qui a ensuite induit la crise
que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la cherté de la vie. Parce que 80% de l'énergie produite dans le monde est consommée par les industriels. Et donc, quand le prix de l'énergie monte, les industriels, soit ils répercutent sur le consommateur final, soit ils sont en cessation d'activité. Mais dans tous les deux cas, le consommateur final est affecté en bout de chaîne. Alors, monsieur Dioman, expert international en pétrole et en énergie, ainsi que les populations donnent leur avis, et puis Dr Ba a pris bonne note. Mais là, nous allons faire un tour de table et proposer justement des solutions. Alors, par rapport à tout ce que vous vivez, vous avez forcément identifié des solutions. Vous avez parlé, par exemple, de bancariser les projets de l'agriculture. Donc, allez-y, on vous écoute. Non, bon, en fait, les solutions qu'on peut apporter au secteur, c'est qu'il faut soutenir la culture vivrière. Parce que j'ai l'impression qu'elle est laissée pour compte, au détriment des cultures de rente. Les gens ont fait la déforestation pour planter le cacao, l'anacade, les EVA, et on a oublié le secteur du vivrier. Et le secteur du vivrier, c'est obtenu par des petits gens, des jeunes déscolarisés, des paysans, des petites gens qui font des productions ça et là. Ce n'est pas des productions modernes. Alors, moi, je demande à l'État de soutenir, comme je l'ai dit ici, de soutenir les acteurs du vivrier qui ont de l'espace, qui ont de grands espaces. Il faut moderniser l'agriculture, il faut irriguer, il faut trouver les techniciens qu'il faut pour accompagner. Je donne un exemple. Moi, j'ai un espace, j'ai de l'espace, je vais faire ma production. Je ne sais même pas, je ne fais même pas d'études parce que je n'en ai pas les moyens. Je dis je vais planter de la banane ou bien de la tomate. Mais rien ne me dit que si je plante là, si je sème ça là, ça peut me produire. Ça peut produire quelque chose. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la valeur du sol. Je ne sais même pas que la valeur nutritive du sol peut m'aider à faire ma production. Et très souvent, à 90%, c'est ce que nous appliquons. Nous ne connaissons pas bien notre sol. Et nous partons planter nos produits dessus et on n'a pas de bons résultats. Ça, et puis de deux, les gens utilisent des herbicides systémiques qui détruisent l'écosystème des plantes. Par exemple, quand vous plantez de la tomate ou bien de la banane, au lieu que les jeunes désherbent, ils prennent des produits, les herbicides, et ils pompent et ça détruit. Tout ça aussi fait qu'on a de faibles taux de rendement. Donc, la solution que moi je demande, qu'on nous accompagne, qu'on nous aide à moderniser la production vivrière. Par un encadrement, par une formation. Par une formation. Par des experts sur le terrain. Par des experts sur le terrain. Et puis maîtriser la technique de l'eau. Mais il y a comme on est en crise alimentaire actuellement. Actuellement, on a la crise. Il y a beaucoup de produits qui manquent sur le marché. Je voulais faire une petite proposition par rapport à ça. C'est-à-dire, il faut impliquer tous les Ivoiriens dans cette histoire de résolution de flambée des prix. C'est-à-dire, à l'intérieur, il faut rassembler les corps préfectoraux pour qu'en association avec les chefs du village, qu'ils puissent identifier à l'heure actuelle où je vous parle, les zones de production ou les zones où il y a des produits qui sont disponibles pour qu'on puisse reprofiler les voies et qu'on puisse aller faire les enlèvements de ces produits-là pour les envoyer sur les marchés. Ça, dans l'immédiat, il faut le faire pour pouvoir pallier au plus pressé. Parce qu'il y a des zones où il y a des produits, nous ne savons même pas où ça se trouve. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu l'opportunité de produire, mais qui ne peuvent pas acheminer. Oui, par exemple, il y a des produits comme des lignames qui sont stockés quelque part, le maïs qui sont stockés dans les zones vraiment reculées, qui n'ont pas la possibilité de faire venir les produits sur le marché. Et que forcément, nous, les opérateurs, nous ne savons pas. Et en invitant tout le monde, en impliquant tout le monde dans la résolution de la solution, on peut trouver quelques produits le temps que le mois de mai, juin arrive. Ça, c'est une solution immédiate. Voilà. Maintenant aussi, il faut soutenir ceux qui sont en train de produire. On a vu d'abord des groupes de jeunes de Boaké dont le soleil a détruit pratiquement leur plantation. Comme moi aussi, je vous ai donné l'exemple. Et il y a 90% des Ivoiriens qui sont dans ce cas. Ceux qui ont fait le riz, ceux qui ont fait beaucoup de spéculations, le soleil a tout détruit. Qu'on pense à les accompagner, qu'on pense à les aider à sauver ces produits-là pour qu'on puisse les consommer dans le mois de juin. Parce que si on ne les sauve pas, dans le mois de juin, c'est même pas évident que le peu qu'on va avoir, qu'on pense avoir, qu'on l'ait.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut aider à la production, à irriguer, à moderniser, créer même un cadre structurel où il y a tous les experts, les responsables d'irrigation, les ingénieurs agronomes, tous les sachants qui peuvent accompagner à résoudre le problème. Très bien. Alors, toutes ces recommandations, vous les avez notées lors de la rencontre, parce que le Premier ministre a initié une rencontre avec les différents acteurs du secteur. Oui. Et puis, pour dire à quel point est-ce que le gouvernement est sensible à ce qui se passe, et puis que le compte rendu sera fait au chef de l'État. Oui, vous avez noté toutes ces recommandations-là? Si, le Premier ministre a promis, il a dit que ce que nous avons dit, c'est pertinent, qu'il sait ce qu'il se passe, et qu'il tient ça en main, et qu'il fera tout pour que les solutions soient trouvées. Il nous a même demandé de faire des propositions immédiates pour qu'on puisse régler le problème. Et que vraiment le gouvernement, c'est comme la prunelle de leur œil, la prunelle des yeux, et qu'ils veulent vraiment résoudre le problème de la cherté de la vie, et qu'ils comptaient beaucoup sur nous. Nous aussi, nous leur avons dit que, monsieur le Premier ministre, nous sommes présents, et nous serons toujours présents si vous avez besoin de nous. Nous allons soutenir le gouvernement pour qu'il y ait on dit, quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Donc nous sommes prêts à vous accompagner, à soutenir le gouvernement pour que chacun puisse manger à sa faim, pour qu'on soit dans la paix. Très bien. Monsieur Jean-Baptiste, vous y étiez aussi. Alors faites-nous des confidences. Nous avons eu une rencontre avec le Premier ministre. Et comme proposition, nous avons fait tout le constat avec le Premier ministre que le choix que le pays a fait de lutter contre la cherté de la vie en misant sur la loi de l'offre et de la demande pour fixer les niveaux généraux des prix, on s'est rendu compte tous aujourd'hui dans le contexte de la Covid actuellement que ça ne porte pas le fruit qu'il faut. Les prix sont toujours élevés. Donc nous avons demandé au gouvernement d'aller un peu plus loin en s'impliquant davantage dans la régulation des prix. Donc vous, le premier levier sur lequel jouer, c'est la régulation des prix. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement s'implique. La loi lui donne cette possibilité de le faire. Présentement, en 1992, on avait un groupe de 22 produits qui avaient le prix régulé. Ça a baissé progressivement jusqu'en 1997. Nous avons seulement 4 groupes de produits. Nous avons demandé au gouvernement de revenir en tenant compte aujourd'hui ce qui constitue les produits de grande consommation pour qu'ils prennent ils intègrent la régulation de ces prix dans leurs actions de tous les jours pour prévenir des troubles sociaux. Parce que, comme on l'a dit, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et si les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ils ne sont pas à l'abri de troubles sociaux. Donc nous avons même proposé une liste de produits au Premier ministre, le riz, les céréales, l'huile. Dites-nous, 22 produits carrément. 22 unités de produits. Alors, il y a le riz, l'huile. Allez-y, dites-nous la liste exhaustive. Et tout ça, la farine boulangère, le pain, le lait, le poisson, la viande de bœuf, le mouton, les loyers d'habitation, le ciment, le fer habitant, les tôles, les services de transport, les services de parking, les stations, les propositions. Le gouvernement peut en rajouter ou en retirer. Notre souhait, c'est que le gouvernement aille dans le sens de ce que nous avons demandé, parce que pour nous, ça peut apporter une réponse immédiate à la dégradation du pouvoir d'achat des consommateurs à l'état actuel. Donc, réguler les prix, ça suppose alors derrière mettre en même temps en place des dispositifs efficaces de contrôle. Pas qu'on régule et que certaines personnes gardent par devers les barres qui peuvent dégager, qui peuvent profiter aux populations. Donc ça va demander aux organisations de consommateurs de parler à leur base, les informer, qu'ils soient des consommateurs avertis, qui puissent remonter tout ce qui a comme dysfonctionnement aux structures, comme le Conseil national de la lutte contre la vie chère, comme la Commission de la concurrence, comme la Direction générale du commerce intérieur, en tout cas, pour que tout ce qui sera décidé comme le gouvernement soit effectivement appliqué sur le terrain pour le bonheur des consommateurs. Très bien. Monsieur Ouattara ? Madame ? Dites-nous quel est votre sentiment sur les solutions ? Dès lors que nous avons posé comme problématique que c'est le manque de structuration suffisante qui expliquait donc tous ces travaux auxquels nous assistons, il est évident que les réponses vont également se trouver à ce niveau-là. Alors, le premier niveau d'implication, c'est quand c'est l'État qui est concerné. Parce qu'après, on a nos solutions en interne, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, quand l'État est impliqué, il faut que l'État, le président a parlé de Côte d'Ivoire solidaire, dans cette solidarité, il faut que l'État fasse des efforts.
un certain nombre de produits ont été tout à l'heure, le consommateur a demandé qu'il y ait une sorte de régulation, mais qu'on ne perde pas de vue aussi ce que nous allons perdre, nous les commerçants. Donc il faudrait que dans le même temps, on essaye de voir comment niveler pour ne pas que ce soit quelqu'un qui est dépouillé au profit d'un autre, surtout que nous sommes également consommateurs. L'autre élément, le président de la FENACI l'a dit, il faut qu'on soit associé quand l'État chaque année met en place les annexes fiscales. Rapidement, je vais vous donner les bienfaits de la concertation. En 2005, il y a eu une grosse bataille, une grève. C'était la dernière grève que la FENACI pratiquement organisait. Ça a duré 10 jours. Parce que l'État avait instauré la facture normalisée à l'époque et on n'avait pas été associé. Mais quand on a été associé, madame, les résultats, on les a jusqu'aujourd'hui, les CGA, les centres de gestion agréés, pour former justement les commerçants. La décentralisation des services des impôts dans les différentes communes, ces acquis-là, ça a été, c'est venu justement de cette concertation. Et donc, il faudrait que dorénavant, on a des idées, nous sommes des acteurs de terrain, on a souvent des petites astuces qui peuvent permettre à l'État de différer un certain nombre de taxes et donc permettre à ce que, sur la marge, tout le monde puisse être gagnant. Maintenant, pour nos solutions en interne, la Commission a mis en place, dans pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des cellules d'éveil. Et nous avons eu des remontées, comme tout à l'heure, le document que je vous ai montré. Nous partons d'ici 15 jours dans une rencontre que nous avons appelée les assises sur la vie chère. Et après ces assises-là, nous allons donner un livre blanc à M. le Président de la République qui va détailler nos propositions pratiquement au détail près. Et je termine avec un aspect qui est important. On l'a dit, aujourd'hui, les équipements de commerce ne sont pas en nombre suffisant. Et quand un marché brûle, on met du temps à le reconstruire, souvent 15 mois. Et nous avons eu un cas pratique à Bingerville, où le 13 septembre de l'année dernière, oui, rapidement, le marché a été démoli. 3000 commerçants ont été trouvés donc à la rue. Et on a apporté une réponse, nous-mêmes en interne. On a trouvé un site de 11 hectares sur lequel nous avons pratiquement fini de bâtir la première partie pour, on va dire, recaser à peu près 1000 commerçants. Mais si on n'avait pas eu cette solution, il n'y aurait pas de marché à Bingerville. Alors, voilà en gros nos solutions, qui sont des solutions d'ordre structurel, institutionnel, et puis des réponses en interne. Très bien. Docteur, j'ai quelques questions pour vous. Première des questions, les commerçants estiment que les taxes sont trop élevées et que si l'État avait joué sur le levier des taxes, elles auraient peut-être pu maintenir les prix pour les consommateurs. Est-ce que vous nous répondez? Sur la question des taxes, on va être très clair, je vais être très clair. Qui souhaitent une baisse des taxes, ça c'est normal. Qui n'aimerait pas avoir une baisse des taxes? Mais dans la situation que nous vivons aujourd'hui, les prix qui ont augmenté ne sont pas liés à la hausse des taxes. Il n'y a pas eu de hausse des taxes sur l'huile, par exemple. Il n'y a pas eu de hausse des taxes sur les cubes d'assaisonnement, par exemple. Il n'y a pas eu de hausse des taxes sur ces produits qui ont connu des hausses de prix ces derniers temps. Donc, il n'est pas justifié de mettre en avant les hausses des taxes que le gouvernement ou que l'État aurait instaurées pour expliquer aujourd'hui la situation que nous connaissons. Aujourd'hui, la situation que nous connaissons, les causes, les raisons ne sont pas liées à des taxes qui auraient été imposées d'une manière ou d'une autre par le gouvernement. Très bien. Alors, en ce qui concerne les textes qui régissent la loi sur la consommation, il y a un levier sur lequel vous auriez pu jouer, l'État aurait pu jouer pour plafonner immédiatement certains produits. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument, pour vous montrer à quel point le gouvernement est à l'écoute non seulement des consommateurs, de la population dans son ensemble, le Premier ministre a reçu les actions consommateurs où ils ont fait la proposition d'élargir la liste des produits à prix réglementé.
Mais immédiatement, le gouvernement s'est saisi de cette proposition parce que c'était déjà des idées qui étaient en cours au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et lorsque cette revendication, enfin cette proposition en tout cas a été faite par les consommateurs, ça trouvait un écho favorable. Donc en ce qui concerne par exemple les mesures immédiates pour résoudre la situation que nous connaissons actuellement, il y a un certain nombre de mesures, mais je peux vous en avancer par exemple au niveau des mesures immédiates 5. Parce que déjà, donc, élargir les produits, la liste des produits à prix réglementés, parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Kofi, depuis 1998, donc 1992 et ensuite 1998, les prix qui sont réglementés par l'État de Côte d'Ivoire dans notre pays ne sont qu'au nombre de 6. Et ça, on l'oublie souvent parce qu'on a l'impression que c'est l'État qui fixe les prix, mais il n'y a que 6 produits. Je vais vous les citer très rapidement. Il y a les prix de la poste et des télécommunications, l'eau, l'électricité, le carburant, les produits pharmaceutiques et les livres scolaires du primaire d'édition locale. Vous constatez avec moi que sur cette liste-là, il n'y a aucun produit d'ordre alimentaire. Tout à fait. Voilà. Donc, d'un point de vue, les produits alimentaires sont aujourd'hui fixés, que ce soit les produits première nécessité, sont fixés par le marché. Donc, on se rend compte aujourd'hui de la limite de cela et de la nécessité d'élargir la liste des produits réglementés pour y ajouter les produits de première nécessité, certains produits en tout cas de première nécessité. Donc, c'est quelque chose qui est déjà à l'étude, qui a été déjà annoncé même, parce que ça a été déjà discuté la semaine dernière en Conseil des ministres. Mais il s'agit également de réglementer les exportations des produits vivriers, comme la banane plantain, le manioc, la tchéké, l'igname, pour privilégier l'approvisionnement de nos produits locaux, nos produits, notre marché local. C'est bon d'exporter parce que ça fait des revenus pour nos commerçants. Nous sommes dans une intégration régionale, mais il s'agit de privilégier aussi et de faire en sorte que notre marché soit suffisamment approvisionné. Et donc, il y a un travail qui est fait à ce moment-là pour réglementer les exportations, surtout dans les périodes où il peut, dans les périodes comme nous pouvons la vivre actuellement. Il s'agit également de renforcer la surveillance du marché, nous en avons parlé, mais pour démanteler donc les cartels, la lutte contre les rackets et les faux frais. De renforcer la communication auprès des populations, parce que les populations, les consommateurs doivent être informés des prix qui sont pratiqués, parce que pour éviter, comme on le dit communément, les prix à la tête du client, le consommateur doit être informé du prix avant de passer en caisse. Ce n'est pas arrivé à la caisse qu'il doit découvrir le prix et qu'il doit commencer à négocier quoi que ce soit. Donc, il s'agit de renforcer la surveillance des marchés, et notamment l'affichage des prix, et de sensibiliser la communication sur les prix et sur le niveau d'approvisionnement des marchés. De sensibiliser également les consommateurs pour qu'ils deviennent des consommateurs avertis, pour qu'ils puissent faire leurs achats en toute connaissance de cause. Mais à côté de ces mesures immédiates, il y a aussi les mesures structurelles qui vont dans le sens de vraiment moderniser notre commerce, d'augmenter l'offre de produits. Et c'est ainsi qu'il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour augmenter l'offre de produits agricoles en protéines animales et également halieutiques. Et donc tout ce qui est infrastructure de marché, de stockage, de conservation des produits vivriers, nous en avons parlé, mais les projets sont en cours et ont démarré. Donc, il y a un arsenal de solutions qui sont en train d'être mis en œuvre, qui ont déjà commencé à être mis en œuvre pour certains et qui vont se poursuivre et s'intensifier pour d'autres dans les jours à venir, et c'est vraiment immédiat. C'est immédiat. Je vous remercie infiniment. Nous sommes au terme de ce débat. Nous allons remercier nos différents invités. Alors, docteur Agnès Didis Bakone, secrétaire exécutif du CNLVC. Madame, merci à vous d'être venue. Monsieur Ouattara Lamy, directeur exécutif de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère, FENACI. Je vous remercie infiniment. Madame Yvonne Golé, merci d'être venue. Yvonne Golé-Lou, voilà. Porte-parole des femmes du secteur des vivriers et présidente du marché de Gourou d'Adjamé. Et puis, monsieur Jean-Baptiste Kofi, donc président de la Confédération des organisations de consommateurs de
Côte d'Ivoire. Voilà, vous en savez un peu plus. Nous sommes au terme donc de notre magazine en ce qui concerne les enjeux de la flambée des prix. Nous avons bien compris le contexte, nous en avons compris également les causes, les conséquences, et nous avons même proposé des solutions. Et fort heureusement, à travers Dr Ba, on apprend que les mesures structurelles sont en cours donc d'exécution. Les mesures immédiates, comme son nom l'indique, seront immédiates. Absolument. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Monsieur, bonsoir. Ouf.